merci de votre présence. On refait les présentations. Bien sûr. Nicolas Gasnier, G-A-S-N-I-E-R, Nicolas. Responsable de la deuxième circonscription à Nantes. Et responsable aussi de la mobilisation militante et en ce moment des procurations qui nous arrivent par dizaines, ouais, par plus d'une dizaine par jour en ce moment. Donc Nicolas centralise et traite la majorité de nos procurations en ce moment. Et donc moi je suis Jean-René Marien. Marien. B-A-R-G-A-I-N. Et moi j'ai la particularité, c'est que je ne suis pas entré au Rassemblement national. Je suis un parti allié au Rassemblement national qui s'appelle l'Avenir français. L'Avenir français, c'est un parti gaulliste social qui a été créé il y a à peu près 2 ans par Jean-Philippe Tanguy. Et ce parti gaulliste est issu de 150 ou 140 cadres de Debout la France qui ont quitté Debout la France à cette époque-là parce qu'on voyait que Nicolas Dupont-Aignan s'isolait de plus en plus. Donc ça nous a déplu. Nous, on voulait quelque chose de l'ouverture parce qu'on avait créé un mouvement qui s'appelait les Amoureux de la France. Donc on est parti et nous avons soutenu Marine Le Pen dans les différentes élections qu'il y a pu y avoir, aussi bien les départementales que les régionales, et aujourd'hui les présidentielles. Et donc vous êtes au niveau départemental? Moi je suis coordinateur départemental. Coordinateur de l'Avenir français. De l'Avenir français. Et donc pour contredire un petit peu ce qu'il dit, à savoir que Marine Le Pen aujourd'hui est isolée, que personne ne la rallie, qu'elle n'a pas d'appui. Moi je suis là pour effectivement contredire cela. Et tout comme d'ailleurs la droite républicaine, comme le parti des localistes, comme d'autres issus de la société civile, comme des partis aussi comme le CNIP, et tous ces gens-là qui sont des gens qui sont des patriotes, sont des soutiens de Marine Le Pen. On en parle peu, mais c'est pour vous dire qu'elle n'est pas isolée. Elle n'est pas isolée. Okay. Oui, petite précision. Mon coordinateur national, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Jean-Philippe Tanguy, est aussi directeur de campagne adjoint de Marine Le Pen. Donc c'est pour vous dire qu'on est impliqué. Je gêne pas là. Non, asseyez-vous. Vous êtes Madame Bernier, c'est ça? Oui. Oui, je me rappelle bien. Vous êtes responsable des procurations au plan départemental, j'imagine? Oui. Et donc vous, moi, responsable? Gauthier Boucher, responsable délégué départemental du RN, ancien élu à Saint-Nazaire et présentement conseiller régional du Pays de la Loire. Aux côtés d'Hervé Juvin. Et donc, pour cette campagne, eh bien, je suis un peu l'animateur, aux côtés de mes camarades, de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, qui, dans ce second tour, prend, je dirais, un tournant nouveau, parce que il s'agit véritablement de rassembler ceux qui, bien sûr, ont voté pour nous au premier tour, les 8 100 000 Français qui ont voté pour nous au premier tour, et puis s'adresser plus largement à des électeurs qui, peut-être, on choisit M. Zemmour, on choisit M. Dupont-Aignan, Mme Pécresse, M. Mélenchon aussi. Et puis tous ceux qui se sont abstenus peut-être par désintérêt pour cette élection. Et donc c'est l'objet de notre campagne du deuxième tour autour de ce nouveau tract, qui est un tract national, mais que nous diffusons dans toutes les fédérations, voire Atlantique y compris. Sans lui avec Marine. Donc ça c'est tout frais, sorti des presses. C'est tout frais, ça a dû être maquetté la semaine dernière et nous l'avons reçu, je crois, jeudi dernier. Voilà, il me semble. Ouais, jeudi dernier, c'est ça, ouais. Donc nous le tractons en ce moment dans les marchés que nous faisons. À Couéron l'autre jour, à Nantes au marché de Talensac dimanche dernier, au marché des Américains ce matin, demain à Pornic, enfin bref, dans tout le département. C'est un tract qui rappelle synthétiquement
Les différences, visiblement. Les différences entre finalement deux grands modèles, puisque ce second tour, c'est la confrontation pacifique, électorale, mais la confrontation tout de même entre deux grands modèles, deux visions sur le pouvoir d'achat, sur la manière dont on gère ou ne gère pas la sécurité dans l'ensemble de l'espace public, la politique migratoire et puis le rapport à la démocratie, le rapport au peuple, à la souveraineté populaire que M. Macron a depuis 5 ans et que nous aurons, nous, de manière très différente, avec Marine Le Pen, avec notamment le référendum d'initiative citoyenne, avec le scrutin proportionnel aux élections pour que les assemblées et l'Assemblée nationale, au premier chef, soient plus représentatives. Bref, c'est un tract qui synthétise nos orientations et qui présente en 4e page à la fois le bilan de M. Macron et puis ce que ferait Marine Le Pen si elle était élue présidente sur le pouvoir d'achat, la souveraineté, l'immigration, la sécurité, etc. Et dans cette campagne d'entre-deux tours, nous sommes, je ne dirais pas que nous sommes rejoints, mais nous avons eu de la part de certains électeurs d'Éric Zemmour, certains électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, des demandes pour avoir du matériel militant, des affiches, dans certaines circonscriptions. J'étais l'autre jour à Ruffinier pour livrer des affiches, j'étais à Missillac livrer des affiches dans la 7e circonscription, de personnes qui militent finalement pour nous en équipe autonome, pour cette campagne de second tour. Et donc ce soir, nous faisons une réunion de section militante, avec comme invité donc Jean-René Barguin, à la fois au titre, je dirais, de figure du rassemblement, puisque M. Barguin, anciennement adhérent de Debout la France, comme il vous l'a indiqué, a rejoint non pas le Rassemblement national, mais la dynamique de Marine Le Pen dans le cadre de l'avenir français il y a de ça 1 an. Et puis M. Barguin est aussi un grand expert des sujets industriels, et notamment du nucléaire, et notamment de cette question du retraitement des déchets nucléaires dans le cadre du programme Astrid, dont Marine Le Pen conteste l'abandon, et que Macron et son ministre de l'écologie de l'époque, François de Rugy, avaient abandonné. Donc nous avons cette réunion ce soir, et puis le 22 avril au soir, à 19 h, nous aurons dans le centre-ville de Nantes une réunion militante avec Hervé Juvin, député au Parlement européen et localement président du groupe RN au Conseil régional des Pays de la Loire. Ce sera où à Nantes et à quelle heure? Centre-ville de Nantes, 19 h. Faut qu'il pleuve. Pas qu'il pleuve. Oui. Pourquoi? Je sais pas, il y a pas sommet de salle, quoi. C'est dans une salle, oui. Après, on peut vous le dire, mais on ne me donne pas l'adresse pour pas qu'il y ait de risque éventuel de dégradation, de contre-manifestation. Non, mais c'est bon. 22 avril à 19 h. On est prudent, vous savez. Lieu qui sera communiqué via les réseaux sociaux à la presse, oui, éventuellement, certainement même d'ailleurs, mais et aux militants, bien sûr, pour qu'ils viennent. Mais sur les réseaux sociaux, non. Ce sera Nantes, tout simplement. Ce que nous faisons plus ou moins à chaque fois, mais particulièrement dans cet entre-deux tours où les tensions sont exacerbées pour de mauvaises raisons, hein, parce qu'il n'y a pas de raison selon nous qu'elles soient exacerbées, mais elles le sont. Nous sommes prudents. Oui. Vous voyez, ça fait 10 minutes qu'on parle, il y a eu 40 agressions en France. 40. Il y en a 2 par minute. C'est un chiffre que moi je ne supporte pas. Il y a une augmentation de 38% des agressions sexuelles. Moi je suis père et grand-père, j'ai peur pour mes enfants, mes filles, mes belles-filles. C'est inconcevable ce qui se passe. À part cette réunion du 22 avril, il y aura d'autres rendez-vous? Alors le reste, c'est des rendez-vous militants, collage et tractage. Distribution sur les marchés. Distribution sur les marchés, demain matin à Pornic. Non, pardon, je fais une erreur. Demain matin à Talensac. Et jeudi matin à Pornic, naturellement. C'est pas de marché le mercredi à Pornic. Et puis une soirée électorale le 24 au soir. Bon, ça, c'est après la campagne officielle. Puis le débat, qui est un grand moment, c'est pas tout à fait un moment militant, mais c'est un moment qui est attendu de tous les Français, qu'ils soient ou non encartés RN ou pas RN ou quoi que ce soit. C'est un moment attendu par les Français
à la fois comme moment de clarification entre deux grandes orientations politiques, et puis le moment aussi où, nous l'espérons, les Français comprendront que Marine Le Pen est sérieuse, a travaillé ses dossiers, a peaufiné ses équipes, son programme, son approche, et qu'elle est véritablement une femme d'État, et qu'elle pourra véritablement, 4 jours après ce débat, au soir du second tour, si elle est élue présidente avec une majorité de suffrages, eh bien, présider notre République. Alors le débat, c'est pas tout à fait un moment militant, mais on le regardera naturellement avec assiduité. Vous le regardez dans votre local de campagne A priori, on regardera chez nous, mais on se regardera quand même. On se regroupe et on se rassemblera. Et... On ira regarder ce débat, comment on va soutenir notre équipe lors d'un match de foot. Oui. Ton infléchissement concernant le port du voile, je ne sais pas comment réellement. vous analysez ça? Je ne sais pas réellement s'il y a un infléchissement. Vous savez, j'ai l'impression que c'est le commentaire médiatique qui veut ça, qui cherche des ammoniations, des infléchissements de dernière minute. J'ai une analyse objective des propos qui étaient tenus il y a quelques mois, même quelques... On est en guerre, là, on peut le dire pour le coup, en guerre contre l'islamisme au sens des formes radicales d'islam qui ne veulent rien entendre de la citoyenneté française, qui veulent placer l'islam au-dessus des lois républicaines, qui veulent faire de la charia la loi entre toutes. Nous sommes en guerre contre ce système-là, donc contre les mosquées radicales, donc contre les prédicateurs islamistes radicaux, contre l'islamisation du monde culturel, sportif, associatif. Mais nous distinguons les islamistes, minorité radicale de l'islam, et puis les pratiquants musulmans qui... Bonjour monsieur. Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Pour beaucoup d'entre eux, pratiquent les musulmans. Vous êtes en ligne là, Vous pouvez vous mettre derrière sur le monsieur. ça dure après. Qu'est-ce que je disais? Oui, nous distinguons entre l'islamisme et l'islam. Et voilà, monsieur, naturellement, nous sommes... Qui ont une pratique tout à fait respectable de leur religion et en parfaite conformité avec les lois de la République, qui ne cherchent pas à imposer une idéologie politique, mais qui pratiquent simplement leur religion. C'est tout à fait respectable. On n'a pas le sentiment qu'il y ait vraiment de différence entre ce que disait Marine il y a une semaine et ce qu'elle dit maintenant. Alors que M. Macron, tout de même, est plutôt sur certains sujets, pas a priori sur l'islam, mais sur le sujet de l'écologie, sur le sujet des retraites, dans une forme de discours plus à gauche qu'il n'était il y a une semaine. Et ça peut se comprendre, puisque M. Macron, certainement, est en train d'essayer de capter l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Il se dit, c'est 22%, comment vont-ils se répartir? Vont-ils se répartir en 3 tiers? Est-ce que je peux en avoir, moi, Macron, est-ce que je peux avoir une majorité de cet électorat? Et nous jugeons de manière, nous jugeons comme assez démagogique finalement. Je ne sais pas s'il faut que j'arrête de parler. Nous jugeons comme finalement assez démagogique ces tentatives vis-à-vis de séduction vis-à-vis d'une certaine gauche, en disant l'âge de la retraite, on le passe de 65 à 64 ans, ce qui ne réglerait aucun problème d'ailleurs, en disant on va faire une... J'ai même pas entendu qu'il était tombé à 60 ans. C'est fort possible, ça ne m'étonnerait pas. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Nous considérons que ce qu'il veut, c'est des retraites. Je sais pas, incomplètes. j'ai cru... Quand il parle de sensibilisation et d'éducation à l'écologie, à l'école, enfin, c'est tout ça participe d'une même démagogie. Si vous voulez. Il ne faut pas oublier que la première réforme des retraites qu'il a voulu faire passer, il nous proposait non pas les 20 meilleures années ou les 25 meilleures années, mais de prendre
Tout ça sur la totalité de notre vie professionnelle. Et ce qui veut dire ça pénalise les gens qui ont eu de la souffrance parce qu'ils ont eu des accidents, qu'ils ont été au chômage parce que leur entreprise a fermé. Ça, abandonné quand même. N'oubliez pas non plus que son première réforme de retraite, il voulait le faire avec une notion de points. C'est-à-dire qu'on cumule toute notre vie des points. Et la valeur des points, elle est définie. Et c'est une variable budgétaire. C'est-à-dire, comme ils ont fait en Suède, on monte, on descend la valeur du point. C'est-à-dire pour objectif de baisser ou de monter les retraites. En l'occurrence, la Suède a perdu, comme ça, 25% du pouvoir d'achat des retraités. C'est rare que ça remonte. On est contre tout ça. Donc, il faudra être, si par malheur, on en prenait pour 5 ans de plus, il va falloir être ultra vigilant. Donc, moi, je n'ai qu'une espérance, c'est que Marine soit à 50% plus une voix dimanche. Parce que sinon, c'est une catastrophe qui va nous arriver. On le prédit. Les économistes qui sont neutres parlent déjà d'une vraie catastrophe à venir. D'un autre côté, il peut y avoir des inflexions sur le programme de M. Macron. C'est assez simple. Il y a un programme qui fait exactement 21 pages. 21. Pas une de plus, juste 21. Regardez le programme de Marine Le Pen. On est sur un programme de plus de 600 pages, travaillé, étudié, réfléchi. Vous avez des livrets thématiques sur chaque thème important de son programme. Bref, là, il y a un véritable programme. Comment voulez-vous, comment peut-on concevoir qu'un président présente un programme sur 21 pages? Je ne compte pas les photos. Si vous retirez les photos, ça fait quoi? 7 pages de programme? Et c'est son programme officiel complet, comme vous trouvez sur son site. Pas une de plus, pas une de moins. Et évidemment, il y a des trous dans la raquette, et évidemment, vous pouvez réfléchir à votre programme, parce qu'il ne fait que 21 pages. Et puis ces inflexions du programme de M. Macron, en fait, la grande plasticité au fond de ce programme, qui est arrivé tard, qui n'est pas vraiment un programme, qui est plus déjà quelque chose de court, comme a dit Nicolas, et puis quelque chose avec beaucoup d'idées générales, si vous voulez. Ça montre que d'un côté, on a une sorte de conjonction des centres avec le macronisme qui a pris à gauche, qui a pris à droite, pour essayer de fusionner tout ça et d'en faire une force. Mais ça n'est jamais véritablement devenu une force dans le pays réel. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu d'implantation du macronisme, il n'y a jamais eu de relais locaux, d'élus locaux du macronisme. C'est un programme assez flou, finalement, une sorte de consensus centriste et libéral. Et en face, vous avez un programme patriote, souverainiste, de défense de notre souveraineté, de notre identité, avec des marqueurs forts sur ces questions de souveraineté et d'identité, qui est beaucoup moins plastique que celui de M. Macron. Les Français, quand ils votent Marine Le Pen, finalement, ils savent pourquoi. Alors que les Français qui votent M. Macron en ce moment sont finalement assez peu déconvaincus, et il y a beaucoup de gens qui vont faire barrage, et si et ça. Déjà, il y a plus de 75% qui ne cautionnent pas ce quinquennat. Quand on voit qu'il a quand même mis dans la rue les CRS en face de nos pompiers, parce que le pompier revendiquait des métiers durs et revendiquait des hausses salariales. On se rappelle ses propos sur les gilets jaunes. Moi, je me rappelle l'avoir vu en Bretagne venir dans un abattoir parler des femmes en parlant d'illettrés. Rappelez-vous aussi ses propos concernant sa visite, je ne sais plus trop où il a parlé, les gens qui ne sont rien. C'est dans un hall de gare. C'est complètement fou de parler comme ça du peuple français. On n'a eu que des propos comme ça, blessants, humiliants. Vraiment, il a fracturé la France comme c'est pas possible. Aujourd'hui, en plus, son quinquennat est un échec budgétaire, économique, social, etc. La preuve, c'est qu'effectivement, il a réussi à avoir contre lui, encore une fois, le dernier premier tour, 75% qui ne votent pas pour lui. Donc, moi je dis qu'il est grand temps que ça change, parce que sinon on va devant de grands problèmes. Selon vous, le programme libéral est plutôt flou, quoi. Il fait 15 pages. Il n'est pas flou sur il y a une chose sur laquelle il n'est pas flou, c'est sur la réalité de ce néolibéralisme, pour être précis. Que serait le programme de M. Macron s'il était poursuivi pour 5 ans? Puisqu'on a déjà eu le passif de cette politique néolibérale,
sur la question des services publics. Là, en ce moment, on le voit avec la question des cabinets de conseil qui prennent une importance démesurée. Et puis sur le rapport, à la fois sur le rapport à l'État, le rapport à l'économie de M. Macron, qui n'est pas ni celui de Marine Le Pen, ni celui, nous le pensons, d'une majorité de Français, qu'ils soient ou non d'ailleurs électeurs de Marine Le Pen. Parce que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ne peuvent pas sincèrement dire qu'ils se retrouvent dans la politique économique de M. Macron, sur la privatisation progressive des services publics, sur la casse de l'État social, sur ce en même temps qui est en fait une mascarade. Malgré tout, certains voteront Macron, et bien nous leur disons qu'il ferait plus qu'une erreur, il ferait quelque chose qui serait contraire à leurs valeurs, si vraiment leurs valeurs sont des valeurs de personnes qui sont attachées à un État social fort, à des services publics partout et pour tous. Voilà, mais ce serait un choix contraire à leurs valeurs. C'est un choix d'ailleurs contraire à nos valeurs à nous. Ok. Il n'y a pas de doute sur le libéralisme de M. Macron. Il y a un doute en revanche constamment sur ce qu'il veut faire avec ce en même temps. C'est ça. Ce qui va caractériser son quinquennat, c'est le en même temps. Je fais ça et en même temps je fais pas ça. Donc les gens sont déçus, les gens ne comprennent pas, les gens sont humiliés. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un tel mépris au niveau des personnes que c'est pas étonnant de voir un petit peu les tensions qu'il peut y avoir au niveau du peuple français. Marine Le Pen, elle est là pour les apaiser, ces tensions-là. Et j'espère qu'effectivement elles seront entendues. C'est toute la différence entre une gestion comptable digne d'un banquier, évidemment, qui a une gestion comptable de société, et une gestion humaine, donc politique. On a eu des présidents humains. On n'a jamais eu de président comptable, banquier. Effectivement, on voit ce que ça donne. C'est un constat. Il y a eu Pompidou, quoi. Comment Pompidou, vous avez raison. Évidemment. Oui, mais Pompidou, c'est aussi... C'est une autre époque. C'est aussi un lettré, après tout, Pompidou. C'est des plus complexes que ça. Un petit peu... Macron aussi? C'est ce qu'on dit, en tout cas. Oui, je pense que c'est assez superficiel. Je pense qu'il aime les lettres, mais pas au point d'être pénétré par l'histoire de France, comme pouvaient l'être des Pompidou, des De Gaulle, qui n'avaient pas une vision ni comptable, ni a fortiori technicienne de la gestion des affaires publiques. Je ne pense pas que M. Pompidou aurait pu dire un jour, en France, qu'il y avait ceux qui n'étaient rien. Vous vous rendez compte? Ceux qui ne sont rien. Qui aujourd'hui n'est rien? J'étais sur un marché ce matin, j'ai rencontré un Français d'origine marocaine qui fait du couscous. J'ai discuté avec lui, c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui a une histoire. Il n'est pas rien. J'ai rencontré des assistantes maternelles qui s'occupaient d'enfants. C'est pas rien. Ces gens ne sont pas rien. Ces personnes, le peuple, ne mérite pas d'être méprisé. Personne ne mérite d'être méprisé. On a un président qui méprise une partie de sa population. Comment est-ce possible? C'est à la fois choquant et extrêmement perturbant. En tout cas, moi, ça me perturbe. Même un sans-abri dans la rue, qui dort dans la rue, parce qu'on en voit, il me semble que M. Macron nous avait promis qu'il n'y aurait plus personne qui dormirait dans la rue. Je peux vous assurer, je peux vous garantir qu'il y en a encore. Je discutais avec l'un d'eux ce matin. Je discutais avec lui. Il m'a raconté sa vie. Cette personne n'est pas rien. C'est un Français, c'est un être humain, il mérite de la considération. Il a eu des soucis dans sa vie, il a eu des problématiques, et on demande à un président qu'il ait aussi une politique humaine. Jamais vous m'entendrez dire que cette personne n'est rien, bien au contraire. Elle a une histoire, elle a eu des vicissitudes dans la vie, elle a eu des problèmes dans la vie, voilà. Et cette personne a besoin d'être prise en considération. Je ne peux pas admettre que notre dirigeant, que notre chef, que notre président considère qu'une certaine partie de sa population n'est rien. C'est un autre exemple. Son chauffeur des salles, lors de son meeting de Marseille, qui s'est permis de dire que tous les gens qui avaient voté pour Marine Le Pen étaient des racistes. Alors moi j'ai voté pour Marine Le Pen, je suis un raciste, vous vous rendez pas compte? J'ai deux belles filles qui sont extra-européennes. Et je suis raciste. Voilà. C'est incroyable qu'il puisse avoir un tel mépris, un tel
une forme vraiment presque de diffamation. Vous voyez, culturellement, c'est même plus défendable, ces positions-là. C'est incroyable. C'est de la diffamation et c'est scandaleux. Ouais. Concernant ce qui est très près de nous, là, le parc éolien, vous avez annoncé son démantèlement. Celui qui est en train d'installer au large de Saint-Nazaire. En mer. Oui. Pas que Lianchon. Hein. Et Marine Le Pen a dit que ce serait... Ouais. Alors, moi je pourrais prendre un tout petit exemple là-dessus. L'éolien terrestre comme l'éolien marin, c'est des énergies intermittentes. Donc ce qui veut dire que, comme le photovoltaïque, c'est intermittent. Quand le soleil se couche, quand le vent s'arrête, ça s'arrête. Pour compenser ça, aussi bien le maritime, l'éolien que l'éolien terrestre, il faut donc faire tourner à plein, pendant ce temps-là, des usines qui sont à base de pétrole, sont à base de gaz. Donc toutes ces centrales-là dégagent un nombre incommensurable de CO2. Il ne faut pas oublier que la transition climat, elle est pour faire des économies sur le CO2. D'ici 2023, Macron a dit qu'il fallait diminuer par 2 nos diffusions de CO2. Eh bien, si on continue à développer l'éolien, on va développer notre dégagement de CO2. Je prends un exemple, l'Irlande. L'Irlande, 60% d'éolien terrestre et maritime, c'est 330 grammes équivalent kWh, quand nous, on est pratiquement à 30. Donc ce qui veut dire que le développement de l'éolien n'est pas une solution à terme pour faire des économies par rapport à nos engagements climat concernant le CO2. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter le maritime, il faut continuer à faire prospérer, mais il y a un moment donné, il faut qu'on regarde ça de près. On manque de recul. Aussi bien pour ce qu'on a ici à Saint-Nazaire. C'est évident. Évident. Si on parle d'un point de vue, même d'un point de vue purement écologique, vous savez qu'une éolienne c'est fait avec une mâture, avec une nacelle et avec des pales. Si vous prenez la nacelle, elle est constituée avec des métaux rares. Ces métaux rares, il faut 250 kg de métaux rares pour faire une éolienne terrestre. Il faut 1 tonne de métaux rares pour faire une éolienne maritime. Où on va aller chercher ces métaux rares? C'est pas en France, c'est en Chine, dans des carrières à ciel ouvert. Quand vous regardez le nombre de camions qu'il faut pour faire une éolienne terrestre, il faut 30 toupies béton pour faire le sol. C'est pas neutre. Vous voyez, les pales, si vous regardez les pales d'une éolienne, elles sont en fibre de carbone et un matériau bois qui est extrêmement léger, qu'on va chercher en Amazonie. On participe aussi, d'une certaine manière, à une destruction écologique. Donc les écologistes qui voient ça, ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux. Donc je dirais que l'éolien, il faut le regarder vraiment avec un moratoire, comme le souhaite Marine Le Pen. Il faut qu'on fasse un moratoire sur ces énergies renouvelables pour savoir où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on veut aller. Excusez-moi, je vous laisse sur votre ligne. Ouest France, c'est ça? Ouest France, oui. C'était dans le cadre d'un sujet sur les derniers jours de campagne localement. Alors, il faut résumer un peu ce que j'ai dit, ce qu'on a dit d'ailleurs avec Jean-René Marguin, qui est donc notre invité pour ce soir. Donc Jean-René Marguin, je te laisse te présenter. Oh non, mais sans refaire le sans refaire le parce que j'ai quand même pour résumer, travaillé puis connais monsieur. Pour résumer, on a détaillé à la fois ce qu'on avait fait ces 10 derniers jours de campagne, avec nos actions à Couéron, sur les marchés de Nantes, à Lassac, les Américains, à Pornic, avec une nouvelle campagne nationale, sans lui avec Marine, qui résume les grands enjeux de ce qui est maintenant une confrontation pacifique électorale, mais confrontation tout de même entre deux grands modèles, le macronisme et nous. Et donc nous poursuivons ce soir avec cette réunion de section à Saint-Nazaire,
Et le 22 avril au soir, nous ferons une ultime réunion à Nantes avec Hervé Juvin, député au Parlement européen et président de notre groupe d'élus au Conseil régional du Pays de la Loire. Et nous travaillons d'ici là, je dirais, à faire œuvre de rassemblement. Nous travaillons à être pédagogues vis-à-vis des électeurs qui ne s'étaient pas forcément prononcés sur nous au premier tour, puisque nous avons fait 8,1 millions voix au premier tour. Il en faut encore 9 millions à peu près pour obtenir la majorité des suffrages. Et il nous faut donc parler à la fois aux électeurs de M. Zemmour, de M. Dupont-Aignan, de Mme Pécresse. Si on s'intéresse à notre circonscription, qui nous touche beaucoup plus La 8e, les locaux, mais il y a eu des scores très hauts en Brière notamment. Où est-ce que finalement vous avez mis les forces entre ces deux tours pour aller gratter encore là où c'est possible en Brière sur les autres candidats éventuellement? On a regardé. Vous avez regardé un petit peu partout On a fait un peu comme on fait d'habitude, mais de manière un peu plus égalitaire. Aller à Pornic, par exemple, on ne le faisait plus depuis quelques années, là on est revenu à Pornic. Aller au marché des Américains, comme on l'a fait ce matin, on n'avait plus fait depuis 6 ans, par exemple. Bon, on y retourne progressivement, mais on n'est pas allé dans ce second tour en regardant la carte électorale. On la connaît, notre carte électorale, maintenant. Et on a vu d'ailleurs que dans 3 circonscriptions, nous sommes 2e, ce qui est nouveau. Et même dans la 8e circonscription de Saint-Nazaire, nous sommes la 3e force. Et on n'a pas fait nos actions en fonction de la carte électorale. Ce que peut-être M. Macron a fait avec cette marche qu'il a fait là, un peu sur le littoral, à Nantes, etc., avec une armée de ministres d'ailleurs. Et nous, on a parlé un peu à tous les territoires et à tous les électeurs. Les électeurs de M. Zemmour, on va pas citer des noms, mais on a quand même vu au soir du premier tour qu'il y avait Éric Zemmour qui avait fait 7% des suffrages, et Jean-Luc Mélenchon qui en avait fait 22%. Alors, naturellement, les électeurs de M. Mélenchon, ils ne vont pas normalement se porter massivement sur nous, mais si nous en avons un tiers, 40%, 45%, ce sera une manière de nous donner la victoire. Et si nous avons de l'autre côté de l'échiquier politique 80, 85, peut-être 90% des électeurs de M. Zemmour qui se reportent sur Marine Le Pen, eh bien, ce sera une des conditions de la victoire. Parce que, et comme le résume cette affiche, nous nous adressons à tous les Français, sans considérer les questions de droite ou de gauche. Les ouvriers, ça fait partie des... Les ouvriers, les catégories populaires, et les classes moyennes aussi. Vous êtes allé tracter au chantier, pas forcément là ces derniers. Les chantiers, pas dans l'entre-deux tours, mais oui, on l'a fait 2 fois. On l'a fait 2 fois durant le premier tour. Mais là, on l'a pas fait durant l'entre-deux tours. On s'adresse à tout le monde sans aucune discrimination. On ne considère pas qu'il y a ceux qui ne sont rien et les autres. D'accord. Chaque Français et chaque électeur est important. Votre nom, c'est Ouais, la Tuilière. L-A-T-H. Il a aussi un prénom. J'en ai 2. L-A-T-H U-I-L-I. U-I-L-I. E-R-E. Avec un accent. Le prénom alors Titouan. T-I-T-O-U-N. Et niveau des fonctions Titouan. c'est Non, moi c'est Moi, je suis Nicolas. délégué départemental adjoint. D'accord. Nicolas. Dernière nouvelle. G-A-S-N-I-E-R. Monsieur Boucher et Monsieur Barrière. Oui, et donc Jean-René Barrière. Jean-René. Voilà, RGIL. Donc moi je suis le coordinateur départemental de l'Avenir français. Donc je ne suis pas membre du LM, mais toujours que Marine n'a pas de soutien. Mais en réalité, si. On va faire une petite photo. Une photo. Regardez. Moi je prends une photo. Donc, parti allié de Marine. Voilà. Et donc vous vous intéressez notamment aux questions liées à l'environnement et Oui, on m'intéresse un petit peu à la vie, sujet de puis à la vie économique grand débat du département, qui font débat. sur ce qui se passe. Je suis curieux. Des sujets complexes, c'est pour ça que Curieux de l'intérêt d'avoir des experts qui se penchent véritablement sur ces sujets, qui peuvent paraître simples. C'est vrai qu'on peut dire une éolienne,
c'est vert, ça ne pollue pas, c'est super, c'est formidable, c'est de l'énergie. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Il faut des matériaux pour construire ces éoliennes, il faut... D'accord, bon, le démantèlement, il est oublié finalement depuis ce midi, j'ai entendu qu'il aurait lieu, mais il aurait lieu par la fin de la durée de vie des éoliennes. Donc, Mais je suis pas sûr qu'on ait, ils sont revenus un je petit suis peu. pas sûr qu'on ait vraiment parlé de démantèlement. On a dit qu'on était pour un moratoire, mais ce qui est construit Oui. est difficilement destructible. Bah oui. Je ne sais pas si ça se dit, peut difficilement être détruit. Ce qui est- J'ai annoncé quand même dans la presse océan que le parc sera démantelé. Alors déjà c'est Ouest France, Ouest France. c'est Ouest France, et c'est pas ce qu'on a dit, encore une fois. Lisez ce qu'a dit M. Juvin en expliquant les cas de figure, en différenciant le terrestre, le maritime, ce qui a déjà été fait ou ce qui est à faire, et vous aurez la réponse précise. Mais c'est pas la réponse, c'est pas une... Un moratoire, ça veut dire arrêter ce qui pourrait être lancé prochainement, Oui. ce qui est déjà en activité. Et puis il y a tout l'aspect dans la réponse de M. Juvin, et déjà dans notre programme des élections régionales et dans le programme de l'élection présidentielle, en lien avec ce qu'on propose en termes référendaires, de demander l'avis aux populations, avec des référendums locaux. J'ai expliqué tout à l'heure à de vos collègues qu'on est quelquefois sur la technique, sur de la pure idéologie. Et j'ai pris l'exemple d'un projet nucléaire de 4e génération qui a été arrêté sur les décisions de Macron et de son ministre de l'époque, qui était de Rugy, qui s'appelait un projet Astrid. Et ce projet-là, pour faire simple, on était complètement indépendant énergétiquement. On récupérait le plutonium, enfin l'uranium 238 et le plutonium consommés dans nos centrales. Et on récupérait aussi les actinides mineurs, c'était des produits extrêmement radioactifs, durée de vie 2,5 millions d'années. On les récupérait et avec cette centrale-là, on le brûlait. Coût 5 milliards pour développer. Nos ingénieurs du CEA étaient dans une phase d'industrialisation. Macron, pour faire plaisir à sa branche écologique, a arrêté ce projet. Résultat des courses, les Russes et les Japonais l'ont pris à leur initiative et sont en train de le développer. Ça va sortir là cette année ou l'année prochaine. Et à la place, au lieu d'investir sur ces 5 milliards, on a investi 140 milliards sur l'éolien et sur le photovoltaïque. Donc Bon, alors la bataille des chiffres sera sûrement à l'ordre du jour demain soir. Et je ah oui, suppose que mais ça c'est la Cour des vous en comptes qui le parlez dit. avec tellement de Oui, mais vous vous rendez pas compte que je prends des... Madame Le Pen je prends des demain chiffres. va sauter sur Oui, l'occasion. je prends des chiffres de la Cour des comptes. Oui. La Cour des comptes, on ne peut pas taxer la Cour des comptes de partialité. Hein, c'est des gens, c'est des gens qui sont avant tout des techniciens. Eh ben, la Cour des comptes a dit que l'arrêt de ça et l'orientation vers les énergies renouvelables, c'était de la pure folie. Pure folie. Très bien. Grande réflexion à mener. Oui, tout à fait. Je vous laisse commencer. Voilà. Merci. Donc nous battons la campagne jusqu'à vendredi, Vendredi. minuit. Ouais. Bah oui. Après, c'est C'est la loi. Et après, c'est le peuple qui tranche. Ah oui. très bien. Merci à vous. Merci. Bravo.